Narathiwa samedi soir, des insurgés vêtus de noir ont semé le chaos dans la ville frontalière de Singé-Kolok en lançant des bombes et en ouvrant le feu sur le bureau du district, tuant 2 volontaires de la défense, blessant 11 autres personnes et faisant exploser des engins explosifs près d'une voie ferrée et à l'extérieur d'un centre commercial. Une patrouille de sécurité a également été attaquée dans la province voisine de Patani, causant la mort d'un garde forestier et blessant 2 responsables locaux. Les autorités de sécurité ont placé la province de Narathiwa en état d'alerte élevé face à une possible recrudescence de la violence. Un pick-up rempli d'hommes armés vêtus de tenues islamiques noires de la Dawa s'est arrêté devant le bureau du district de Singé-Kolok à 19h10. Les assaillants sont descendus du véhicule, ont lancé des bombes sur le bâtiment du bureau et ont ouvert le feu sur les volontaires de sécurité en poste, avant de repartir rapidement dans le même véhicule. Ils ont également fait exploser des bombes cachées dans une voiture et une moto garée à l'extérieur du périmètre du bureau du district. Le bureau du commandement des opérations de sécurité intérieure, ISOC, dans le sud a déclaré que plusieurs objets suspects, probablement des explosifs, avaient été abandonnés sur la route derrière le véhicule en fuite, rendant difficile toute poursuite. Les enregistrements de vidéosurveillance ont montré plusieurs personnes assises à l'extérieur ou marchant près du bureau du district qui se sont enfuies en courant au son des coups de feu et des explosions. L'ISOC a confirmé la mort de 2 volontaires de la défense et au moins 11 autres blessés, dont 3 civils. Un peu plus tard, toujours à Singé-Kolok, une bombe a explosé à 19h28 sur une route près des voies ferrées du sud, et une autre a explosé 2 minutes plus tard à l'extérieur d'un centre commercial Big C. L'ISOC n'a pas donné plus de détails sur ces engins explosifs. Les habitants de Narathiwa ont été fermement invités à rester chez eux pour le reste de la nuit, conformément aux avertissements émis par les autorités. Le Bureau des relations publiques de Narathiwa a lancé dimanche un appel urgent aux dons de sang pour les blessés lors de ces attaques. Les donneurs pouvaient se rendre à l'hôpital de Singé-Kolok. Les routes menant au bureau du district et aux 2 autres zones touchées par les explosions dans le district de Singé-Kolok restaient fermées dimanche pour des raisons de sécurité. Ailleurs dans la province de Narathiwa, une bombe a endommagé 2 poteaux électriques dans le district de Singé-Padi à 19h52. Une autre bombe a été trouvée mais n'a pas explosé à un poteau électrique à Bantaïbado, dans le district de Waeng, vers 3h du matin dimanche. Aucun blessé n'a été signalé dans ces 2 incidents. Le commandant de la 4e armée, le général de division Pezan Nouzan, a ordonné à toutes les unités de sécurité de traquer les responsables de ces attaques et de relever le niveau d'alerte dans toute la province, en particulier à Singé-Kolok et Singé-Padi. Les autorités ont été chargées de rétablir la situation à la normale le plus rapidement possible. Un autre incident s'est produit dans la province voisine de Patani, dans le village de Banutaï-Korlé, dans le district de Seburi, samedi soir. Des assaillants ont ouvert le feu sur une patrouille de rangers et de responsables locaux sur une route locale. Il n'y a pas eu de blessés lors de l'attaque initiale, mais une bombe a explosé alors que la patrouille continuait son chemin, tuant un garde forestier et blessant 2 chefs de village adjoints. Ces attaques ont eu lieu pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan et font suite à la visite de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra à Narathiwa, Patani et Yala le 23 février. Thaksin avait déclaré qu'il espérait voir des progrès dans les efforts pour mettre fin aux troubles dans le sud du pays. Il s'agissait de la première visite de Thaksin dans cette région troublée depuis près de 2 décennies. Il agissait en tant que conseiller sur les affaires de l'ASEAN auprès du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, qui assure cette année la présidence tournante de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN. Le président de la Chambre demande de retirer toute mention de Thaksin dans la motion de censure. Le président de la Chambre, Wan Muhammad Noor Matha, a demandé à l'opposition de retirer toute mention de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra de la motion de censure contre la Première ministre Paetongtarn Shinawatra. La motion a été soumise à M. Wan, qui, après l'avoir examinée, a informé le chef de l'opposition, Natapon Ruangpaniawut, que toute référence à Thaksin devait être supprimée. M. Wan a soutenu que mentionner directement Thaksin, une personne extérieure au débat, violerait le règlement parlementaire numéro 176. Cependant, l'opposition semble peu disposée à se plier à cette demande. Pariwa Sharazindu, député de liste et porte-parole du Parti du Peuple, opposition, s'est opposé à la suppression de la référence à Thaksin dans le débat.
Il a insisté sur le fait que ni la Constitution ni les règles parlementaires n'accordent au président de la Chambre le pouvoir de déterminer le contenu d'une motion de censure. De plus, il a fait valoir que le règlement numéro 176 n'exige pas de modification d'une motion, sauf si le processus de dépôt était entaché d'irrégularité. M. Parry a ajouté que la motion ne pouvait plus être modifiée car elle avait été soumise depuis plus de 7 jours, la période maximale autorisée pour des révisions. Le président de la Chambre n'a pas le pouvoir d'imposer une révision dans ce cas, a-t-il déclaré. M. Parry a également souligné que le règlement parlementaire permet aux intervenants de faire référence à des tiers si leur mention est pertinente pour leur implication dans l'administration nationale. La motion de censure, qui vise exclusivement Madame Pétontarn, accuse Taksin d'exercer une influence sur le gouvernement dirigé par sa fille. Le débat de censure, que le gouvernement souhaite limiter à une seule journée, contrairement à la demande de l'opposition pour un débat de 5 jours, doit avoir lieu à la fin du mois. M. Parry a rappelé que Taksin lui-même a ouvertement admis avoir interféré dans les affaires du gouvernement. Auparavant, M. Wan avait averti qu'une motion non modifiée pourrait exposer les parlementaires à des poursuites pour diffamation de la part de la personne mentionnée. Il a soutenu qu'il serait injuste pour une personne extérieure au Parlement de ne pas pouvoir se défendre face à de telles accusations. Pendant ce temps, le ministre du bureau du Premier ministre, Shuzak Sirinil, a exprimé son inquiétude quant au fait que, malgré le ciblage de la Première ministre, le débat pourrait dériver vers des attaques contre d'autres membres du cabinet. Sirikanya Tansakul, vice-présidente du Parti du Peuple, a déclaré que M. Natafon avait répondu à M. Wan en affirmant que l'opposition resterait ferme et refuserait de modifier la motion, invoquant ses privilèges légaux. Elle a souligné que le règlement numéro 176 conseille simplement aux intervenants d'éviter de mentionner inutilement des personnes extérieures. Mais si une personne extérieure joue un rôle dans l'administration nationale, elle mérite d'être mentionnée, a déclaré Madame Sirikanya, ajoutant que l'opposition est pleinement consciente des risques juridiques liés à la mention d'une tierce personne. Madame Sirikanya a exhorté le gouvernement à ne pas réagir de manière excessive à la motion. La famille de Joe Ferrari conteste la thèse du suicide en prison. Les proches du colonel de police titisant Joe Ferrari ou Tanafon affirment ne pas croire à la thèse du suicide par pendaison en prison. Ils ont demandé à conserver son corps pour une autopsie afin de découvrir la vérité. Titizan, un officier de police condamné pour la torture et le meurtre d'un suspect dans une affaire de drogue en 2021, a été retrouvé pendu dans sa cellule à la prison centrale de Klom Prem, à Bangkok, vendredi soir. Le département des services correctionnels a publié un communiqué samedi, confirmant que les responsables de la prison avaient été informés du décès d'un détenu à 20h50 vendredi. Le prisonnier a été retrouvé assis contre la porte de sa cellule avec des ecchymoses sur les doigts et sans pouls, selon le communiqué. Une serviette attachée autour de son cou était reliée à la porte de la cellule. Il a ensuite été identifié comme étant Titizan, qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité et avait purgé 3 ans et 6 mois dans la zone 5 de la prison. Les images de vidéosurveillance montrent que personne n'était entré dans la cellule, mais une autopsie est en cours pour déterminer la cause exacte du décès. Vendredi midi, Titizan avait reçu la visite de son épouse, et les gardiens de la prison n'avaient rien remarqué d'anormal à ce moment-là. Le communiqué a également précisé que Titizan souffrait de problèmes de santé sous-jacents, notamment d'un trouble anxieux pour lequel il recevait un traitement et des médicaments. Sa dernière consultation avec un psychiatre remontait au 18 février. Les responsables pénitentiaires ont indiqué qu'il montrait des signes de comportement paranoïaque, craignant d'être agressé par d'autres détenus. Titizan souffrait également de dyslipidémie, déséquilibre du cholestérol, et de tremblements essentiels, une affection neurologique provoquant des secousses involontaires des mains. Cependant, sa famille rejette la thèse du suicide, affirmant qu'il avait été agressé par un gardien de prison alors qu'il était en détention. Des sources indiquent que, le 26 février, sa mère avait déposé une plainte auprès du directeur général du département des services correctionnels, demandant l'ouverture d'une enquête. Elle a déclaré qu'en janvier, Titizan avait surpris un autre prisonnier en train de regarder de la pornographie sur un téléphone portable, ce qui enfreint le règlement pénitentiaire. Après avoir signalé l'incident à un gardien, celui-ci l'aurait réprimandé et agressé, l'accusant d'insubordination. Dans un autre incident, le gardien aurait confisqué des documents nécessaires aux procédures judiciaires de Titizan.
Sa mère a également affirmé que les gardiens de la prison harcelaient régulièrement d'autres détenus. Elle a ajouté que ces incidents avaient eu un impact profond sur la santé mentale de Titizan, aggravant ses troubles. Wirasak Nakin, l'avocat de Titizan, a déclaré que son client lui avait demandé de déposer une plainte auprès de la police de Prachachuin concernant cette agression présumée. Il a également fourni un certificat médical confirmant ses blessures. Monsieur Wirasak a ajouté que la police avait demandé à interroger le gardien impliqué dans l'affaire à la prison centrale de Phnom Penh, mais le directeur de la prison leur a refusé l'accès. L'avocat a déclaré qu'il demanderait que le corps de Titizan soit transféré à l'hôpital universitaire de Thammasat, dans la province de Pathum Thani, pour une autopsie. Titizan, 43 ans, et 5 de ses subordonnés avaient été inculpés du meurtre de Chirafon Tanapa, un suspect de 24 ans dans une affaire de drogue. Les faits se sont déroulés le 5 août 2021, au poste de police de Muang, dans la province de Nakhon Sawan. Les policiers avaient enveloppé la tête de Chirafon dans cette sac en plastique noir, le suffoquant jusqu'à la mort. Le parquet a accusé les policiers d'avoir tenté d'extorquer 2 millions de bahts à Chirafon en échange de sa liberté. Titizan avait admis avoir ordonné à ses subordonnés de torturer le suspect, mais avait affirmé que son intention était d'obtenir des informations sur des réseaux de trafiquants de drogue dans la région. La Cour pénale centrale pour la corruption et les fautes professionnelles avait initialement condamné les accusés à la peine de mort. Les peines avaient ensuite été commuées en réclusion à perpétuité. Appel à plus de transparence dans la gestion du Fonds de sécurité sociale, SSF. Les critiques se multiplient concernant la gestion du Fonds de sécurité sociale, SSF, de 2650 milliards de bahts, après des accusations de dépenses excessives par le Bureau de la sécurité sociale, SSO. Des propositions émergent pour retirer le SSO de la tutelle du ministère du Travail afin de le libérer de toute influence politique et de permettre une gestion plus professionnelle. Gestion budgétaire contestée. Le SSO a défendu ses dépenses administratives, affirmant qu'elles sont conformes à la loi, maximum de 10% des cotisations annuelles. En 2024, elles s'élèvent à 3%, 7,2 milliards de bahts, mais des doutes persistent quant à la transparence et au faible rendement des investissements, moins de 3% en 2023. Proposition de réforme. Rukshanok Srinork, député, appelle à une réforme de la loi pour restructurer le SSO, améliorer la gestion du fonds et fusionner le SSF avec le système de couverture santé universelle pour maximiser les bénéfices publics. Elle déplore le manque de coordination entre les ministères du Travail et de la Santé, bloquant la fusion des régimes de santé depuis 23 ans. Dépenses excessives. Des dépenses jugées excessives incluent 2,2 millions de bahts pour un voyage d'études à l'étranger. 100 millions de bahts pour la hotline du SSO. 450 millions de bahts pour l'impression de calendrier. Appel à une enquête. Arun Esrito et des réseaux de travailleurs demandent une enquête gouvernementale et une gestion indépendante du SSO pour garantir plus de transparence. Vers une gestion professionnelle. Worawan Chandoevwi, TDRI, propose de séparer le SSF du SSO et de l'enregistrer comme une entité indépendante, sur le modèle du Fonds de pension gouvernemental, GPF. Cette réforme permettrait une gestion plus professionnelle, essentielle face au vieillissement de la population et à la baisse des cotisants actifs.